Avec son épisode 4, certes trop court encore une fois, mais néanmoins très intense, la série Ahsoka commence vraiment à prendre ses marques et à témoigner de son ambition et d'un duo d'antagonistes qui s'avère sans doute le plus intéressant qu'on a pu voir dans Star Wars depuis de nombreuses années. Certains éléments de cet épisode continuent d'être un peu agaçants, comme le manque de prudence dont font preuve Ahsoka, Sabine et Huyang dans un vaisseau pourtant immobilisé en plein territoire ennemi. Et surtout, la série continue de trop souligner certaines ficelles à l'avance, comme Huyang qui conseille à Ahsoka et Sabine de rester ensemble pour qu'elles se séparent littéralement 5 minutes plus tard, sans aucune raison valable. En effet, laisser Sabine seule face à Shin est non seulement extrêmement dangereux, mais c'est surtout inefficace tactiquement. En combattant Shin à deux, les héroïnes l'auraient vaincu très rapidement et auraient pu avancer vers la carte avec de meilleures chances de l'obtenir. Le choix de se séparer est injustifié et même stupide. Ce n'est pas comme si elles avaient conscience que le timing se jouait à la minute près pour récupérer la carte, sinon elles ne se seraient pas préparées tranquillement pendant ce qui semble sans doute durer au moins une demi-heure avant de quitter le vaisseau. Dans la même lignée des chemins scénaristiques trop balisés d'avance, Ahsoka demande à Sabine si elle comprend bien que l'enjeu d'empêcher absolument le retour de Thrawn doit prendre le pas sur l'espoir de récupérer Ezra, ce qui nous gâche un peu la décision de Sabine en fin d'épisode, décision devenue très prévisible. Outre cette agaçante manie, j'ai beaucoup apprécié l'épisode dans son ensemble. Visuellement déjà, c'est très inspiré, ce n'est pas seulement le magnifique décor de cette forêt rougeoyante, ce sont aussi certains cadrages comme par exemple ce casque de Sabine au sol en premier plan avec l'affrontement contre Shin qui se dessine derrière. Peter Ramsey réalise l'épisode et sa carrière d'illustrateur et d'artiste de storyboard se ressent dans ses choix, sans parler de l'expérience qu'il s'est forgée ensuite comme réalisateur, notamment en co-réalisateur de l'incroyable Spider-Man Into the Spider-Verse, que je continue personnellement de trouver meilleur à sa suite pourtant excellente. Les mouvements mesurés, les postures d'escrime réminiscentes du kendo donnaient de la prestance au duel d'Ahsoka contre Marok puis Baylan, une véritable intensité s'en dégageait, ce qui permettait de transcender ensuite des chorégraphies simples et relativement épurées. Un mot sur Marok justement qui semble se dégonfler d'une fumée verte après sa blessure reçue dans une séquence typique des duels de sabre iconisés par les films de samouraï. La couleur verte de cette fumée trahit l'origine du pouvoir nécrotique qui semblait animer cet individu. On y reconnaît le signe des pouvoirs des Sœurs de la Nuit et on sait bien que Lisbeth maîtrise ses sombres capacités en tant que sorcière de Dathomir. Marok devait donc être une sorte d'invocation, peut-être une forme d'âme liée à cette armure. Après tout, on a déjà vu des sorcières capables d'invoquer les cadavres animés, les véritables zombies de leurs sœurs au combat, ce qui rend la piste de la nécromancie aussi crédible qu'inquiétante. Même si son comportement peut paraître caricatural, j'apprécie la présence que l'interprète apporte à Shin, très combative, très menaçante, notamment envers Sabine. Et même s'il lui manque clairement la profondeur dont bénéficie Baylan Skoll, son maître pour l'instant, j'espère que la série développera un peu plus Shin pour bénéficier du talent de cette actrice. En anglais, l'épisode a pour titre Fallen Jedi, le Jedi déchu, ou plutôt les Jedi déchus, puisque cela peut s'appliquer à tous ceux qui apparaissent dans l'épisode jusqu'à la toute fin. De Fallen Jedi à Fallen Order, il n'y a qu'un pas sans doute, et je me demande si on ne peut pas y voir un indice quant au véritable projet de Baylan Skoll, mais j'y reviendrai. Je le disais en introduction, cela faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu d'antagoniste aussi intéressant dans Star Wars. La force du Mandalorien réside surtout dans le duo formé par Din Djarin et Grogu, et pas vraiment dans les antagonistes. Ici, je suis plus intéressé par Baylan que par Ahsoka, ce qui n'est pas peu dire. On sait maintenant qu'il connaissait Anakin et qu'il reproche à lui comme à son ancien apprenti d'en venir trop vite aux armes. Et même s'il recourt parfois au pouvoir du côté obscur, Baylan n'est clairement pas un Sith et on sent dans ses capacités une aptitude toute particulière pour deviner les événements cachés, que ce soit dans l'avenir et peut-être aussi dans le passé. Baylan affirme que pour créer il faut détruire et on se demande quelles sont exactement ses intentions, ce qui le rend nettement plus passionnant que Lisbeth, dont l'objectif semble clair, rejoindre et secourir l'amiral Thrawn pour ensuite profiter de la puissance que ce génie militaire saisira à n'en pas douter.
Quand Shin revient, laissant supposer la défaite, voire la mort de Sabine, Ahsoka semble s'adonner à la colère, à la tristesse, dans son attaque de force contre l'élève de Baylan. Ahsoka avait questionné Sabine sur le fait d'être prête à devenir Padawan, mais peut-être devrait-elle aussi s'interroger sur sa propre disposition à enseigner sans que le lien avec son élève ne mette ses propres missions en danger et sa relation même avec la Force. Quoi qu'il en soit, alors qu'elle semblait avoir légèrement pris le dessus sur Baylan, ce qui en dit long sur la force de ce dernier, sachant le niveau d'Ahsoka, celle-ci perd sa concentration après son expression de colère, comme si elle était sortie de ce vide spirituel nécessaire au geste parfait. Par ailleurs, la douleur du contact prolongé de la sphère dans sa paume participe aussi à briser cette concentration indispensable, et dans la grande tradition du cinéma, pas seulement de Star Wars, elle tombe d'une falaise. Avec ce saut dans l'hyperespace réussi de la part de l'œil de Sion, on peut légitimement se demander comment les héroïnes parviendront à suivre cet incroyable appareil dans cette galaxie lointaine dont il pourrait bien revenir avec le Chimera, le vaisseau principal de Throne. Alors comment vont-elles faire? Eh bien on peut éventuellement penser à un clin d'œil à un grand classique auquel George Lucas n'est pas étranger, avec la fameuse scène du médaillon dont la surface s'était gravée par brûlure sur la main du tortionnaire à lunettes dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Et voilà la parfaite occasion pour moi pour souligner cet incroyable t-shirt que je porte aujourd'hui et dont vous pouvez faire l'acquisition en passant par le lien en description de la vidéo et vous soutiendrez la chaîne au passage. Et n'oubliez pas, il y a un code de réduction, donc profitez-en. Alors peut-être que cela, cette marque dans la main d'Ahsoka sera suffisante, même s'il faut reconnaître que ce serait un petit peu tiré par les cheveux. Reste aussi la question du moyen de transport, mais de ce point de vue, on sait déjà que les Purrgils et ces baleines spatiales fréquentent les environs de la planète Cytos. Ce serait même un point de repère dans leur migration en hyperespace. Ce qu'Ezra avait accompli en créant un lien avec ces créatures, un autre Jedi pourrait sans doute y parvenir avec beaucoup d'efforts. Alors bien sûr, un autre moyen bien commode pour défier le temps et l'espace est revenu en fin d'épisode alors qu'Ahsoka reprend conscience dans le monde entre les mondes. L'apparition d'Anakin est-elle réelle ou une sorte de piège du côté obscur? Que ferait-il en ce lieu, d'autant plus que son apparence semble bien plus solide que celle d'un fantôme de la Force. Ce retour et sa façon d'appeler Ahsoka de ce surnom qui agaçait la Padawan à l'époque de leur duo, voilà un cadeau que les fans apprécieront à n'en pas douter. Espérons que cette apparition ne soit pas un Deus Ex Machina pour apporter la solution de la poursuite de l'œil de Sion sur un plateau d'argent, ou un plateau de Beskar, si vous voulez. Dans tout cela reste la question passionnante du véritable objectif de Baylan, qui explique qu'il faut tout détruire pour reconstruire. Auparavant, il avait indiqué à Shin qu'une puissance énorme les attendait, mais il semble clair qu'il ne parlait pas de l'amiral Throne, plutôt d'un élément en lien avec le lieu où il se trouve. Alors peut-être Baylan a-t-il volontairement joué les incrédules en évoquant de vieilles légendes, alors qu'en réalité c'est justement certains aspects de ces légendes qu'il veut contrôler, par exemple le fameux monde entre les mondes. On pourrait même penser éventuellement à la source de pouvoir expliquant l'existence de ce lieu hors norme. Baylan semble sincèrement regretter la disparition des Jedi tout en ayant clairement renoncé lui-même au titre et à l'enseignement des Jedi. Alors juste une théorie comme ça, et s'il voulait utiliser le monde entre les mondes ou l'énergie qui l'alimente pour aller modifier dans le passé donc la création même de l'ordre Jedi pour lui donner des valeurs morales différentes et une approche plus équilibrée entre l'usage du côté lumineux et du côté obscur de la Force. Quoi qu'il en soit, le fait même qu'Hera Syndulla arrive avec son fils Jacen ne laisse que peu de doute sur le fait que tout ce petit monde va se retrouver projeté vers la nouvelle galaxie. En effet, il me semble que la justification scénaristique d'une décision aussi stupide, si vous me permettez, que d'emmener son fils sur une scène de bataille, c'est qu'il sera ensuite impossible pour ce dernier de rejoindre sa mère. Il faut donc qu'ils soient tous réunis pour le voyage intergalactique. Si le vaisseau d'Hera et même celui d'Ahsoka potentiellement doivent suivre, cela semblerait pointer vers une solution en lien avec les Purrgils plutôt que vers un voyage d'Ahsoka en solo depuis le monde entre les mondes. Ce lieu de savoir pourrait peut-être lui permettre de comprendre comment Ezra a pu entrer en communion avec ces fameuses baleines de l'espace pour tenter ensuite à son tour de faire de même après être sorti de cette dimension intermédiaire. Quoi qu'il en soit, une seule certitude, j'ai maintenant très envie de connaître la suite de la série, et ça c'est une bonne chose.
Pensez surtout à prendre le temps de vous exprimer en commentaire, c'est ce qui permet le plus de mettre les vidéos en avant selon l'algorithme actuel de YouTube. Pensez à vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas le t-shirt. Et puis voilà, si vous ne faites pas tout ça, je serai obligé de vous transformer en zombie de fumée verte et vous vous dégonflerez à la moindre piqûre de moustique ou autre créature. Donc ce sera bien fait pour vos tronches et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures avec par exemple la critique que je vous prépare pour l'épisode de vendredi de la Roue du Temps, de la fantasy que je continue d'apprécier. Donc ne manquez pas ça. À très vite. Salut!